Ma famille a oublié mon anniversaire encore une fois. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation, la fête prénatale de ma sœur, organisée dans le chalet que je les ai aidés à acheter. Aucune excuse. Juste une demande de $500 pour le traiteur. J'ai envoyé un sens avec un mot, voici ce qu'il me reste pour vous. Ensuite, j'ai bloqué tous les numéros. 2 jours plus tard, ma sœur a essayé de se connecter à mon compte. Il n'existait plus. Tout comme moi. Je m'appelle Diana Hughes. J'ai 34 ans. Et au moment où j'ai réalisé que ma famille ne se souvenait de moi que lorsqu'il y avait de l'argent en jeu, je tenais un petit gâteau acheté en magasin avec une bougie plantée de travers dans le glaçage. Mon anniversaire était passé sans un appel, sans un message, sans une note vocale, pas même un paresseux emoji de pouce en l'air dans la conversation de groupe familial. J'ai attendu jusqu'à minuit comme une idiote, regardant mon téléphone s'allumer pour des alertes météorologiques, des courriers électroniques professionnels et un rappel chez le dentiste, mais pas pour les personnes qui m'avaient entraîné depuis l'enfance à tout laisser tomber pour elles. 2 semaines plus tard, alors que j'étais assise au comptoir de ma cuisine à Burlington, dans le Vermont, en train d'examiner des rapports de risque pour un projet d'énergie renouvelable, mon téléphone a finalement vibré avec une notification familiale. Pas de joyeux anniversaire en retard, Diana. Pas de nous sommes désolés d'avoir encore oublié. C'était une invitation à la fête prénatale de ma sœur Sarah Coleman, organisée au chalet des Adirondacks que j'avais aidé mes parents à acheter lorsque leur demande de prêt s'était presque effondrée. Sous l'invitation se trouvait un message de Sarah. Peux-tu envoyer $500 pour le traiteur d'ici ce soir? Maman dit que tu t'occupes des choses pratiques comme d'habitude. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ce chalet portait mes empreintes sur chaque paiement, l'aide pour la compte, la réparation d'urgence du toit, l'assurance hivernale, les dépôts pour les services publics. Moi. Je n'étais pas une fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais un distributeur automatique silencieux avec un anniversaire dont personne n'avait à se souvenir. Alors, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai tapé 10 centimes et j'ai ajouté une note. Voici ce qu'il me reste pour vous. Avant de vous dire ce qu'ils ont répondu et ce qui s'est passé après que j'ai disparu de leur accès, de leur compte et de leur histoire familiale parfaite, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le transfert de 10 centimes semblait ridicule sur mon écran, mais ma main tremblait encore avant d'appuyer sur envoyer parce qu'il ne s'agissait pas vraiment de 10 centimes. Il s'agissait de chaque fois que j'avais ravalé ma déception parce que quelqu'un avait dit « Ne ramène pas tout à toi ». Il s'agissait du jour de Thanksgiving que j'avais payé pendant que Brandon Hughes se plaignait que ma sauce au canneberge avait un goût trop industriel. Il s'agissait de l'année où j'avais couvert les impôts fonciers en retard de mes parents et où ma mère, Linda Hughes, avait remercié Brandon d'avoir gardé la famille calme parce qu'il l'avait conduite à la banque dans ma voiture. Il s'agissait de mon père, Robert Hughes, me traitant de dramatique chaque fois que je demandais pourquoi on s'attendait à ce que je sauve tout le monde, mais qu'on ne me permettait jamais d'avoir besoin de quoi que ce soit moi-même. Le compte de réserve familiale avait commencé comme une solution pratique après l'opération du genou de mon père. Je l'avais créé, financé et j'avais autorisé un accès limité afin que mes parents puissent gérer les frais médicaux et les dépenses du chalet sans m'appeler tous les 3 jours. À l'époque, je pensais faire quelque chose de gentil. Je pensais rendre la vie plus facile aux personnes que j'aimais. D'une certaine manière, avec le temps, la gentillesse est devenue une attente. L'attente est devenue un droit, et ce droit est devenu une règle que personne n'avait besoin de dire à voix haute. Le compte s'est transformé en un puits familial sans fond. Sarah l'utilisait pour des événements familiaux partagés. Brandon l'utilisait pour des urgences temporaires qui duraient des mois. Maman l'utilisait pour se rembourser des courses qu'elle achetait pour des fêtes auxquelles je n'étais pas invité. Papa agissait comme si cela avait toujours été l'argent de la famille, car admettre le contraire signifierait admettre que je les avais portés à bout de bras. Après avoir envoyé les 10 centimes, je ne les ai pas bloqués immédiatement. Je suis restée assise là et j'ai ouvert l'historique du compte. Ligne après ligne m'a frappé comme des preuves dans un procès. Le dépôt du fleuriste de Sarah, la réparation de la motoneige de Brandon, le solde du traiteur de maman, les frais d'association du chalet de papa, le tout discrètement absorbé par moi. Je me suis souvenu d'avoir annulé un voyage de fin de semaine avec Kelly parce que l'assurance du chalet était due. Je me suis souvenu d'avoir retardé des soins dentaires parce que Brandon avait juste besoin d'un peu d'aide pour son loyer.
Je me suis souvenu de m'être acheté un petit gâteau bon marché pour mon anniversaire pendant que ma famille utilisait mon argent pour planifier une fête dans un endroit que j'avais aidé à sauver de la saisie. J'ai téléchargé chaque relevé. J'ai sauvegardé chaque message où ils appelaient mon soutien un devoir familial. Ensuite, j'ai appelé la banque. Ma voix semblait étrangement calme lorsque j'ai dit « J'ai besoin de fermer le compte de réserve familiale et de transférer le solde restant sur mon compte personnel. Je suis la propriétaire principale et l'unique contributrice. » Le banquier a demandé si j'étais sûr. J'ai regardé à nouveau l'invitation à la fête prénatale, aux mots organisés à notre chalet familial, et j'ai presque ri. Notre chalet familial. Mon anniversaire oublié. Mon argent dont on se souvient. Oui, ai-je dit. Fermez-le aujourd'hui. Ensuite, j'ai supprimé tous les paiements automatiques liés à ma carte, l'électricité du chalet, le mazout de chauffage pour l'hiver, l'assurance habitation, les comptes de diffusion en continu, le forfait téléphonique supplémentaire de Brandon, le stockage en nuage de maman. L'abonnement partagé au club de vente en gros de Sarah, et le plan d'entretien annuel que papa avait un jour qualifié de trop compliqué à gérer pour lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas écrit de discours. Je n'ai pas envoyé un de ces longs messages émotionnels qu'il capturerait à l'écran et déformerait plus tard. J'ai simplement éteint la machine invisible qui les nourrissait. Après cela, j'ai bloqué leurs numéros un par un. Maman, papa, Sarah, Brandon, puis les cousins qui n'apparaissaient que lorsque quelqu'un avait besoin d'un cadeau de groupe ou d'une faveur d'urgence. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est devenu silencieux. Et le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à une porte verrouillée. J'avais l'impression d'avoir enfin arrêté de m'interposer pour protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Pendant 2 jours, personne ne pouvait me joindre. Et pendant 2 jours, j'ai appris à quel point la paix pouvait être bruyante. Je suis allé au travail, j'ai terminé une évaluation des risques pour un site de stockage de batteries solaires, j'ai fait les courses sans vérifier si maman avait besoin de quelque chose, et j'ai dormi toute une nuit sans qu'un message de culpabilité ne me réveille. J'ai même préparé le petit déjeuner lentement, et non la routine précipitée de café et de pain grillé avec laquelle j'avais l'habitude de survivre lorsque ma matinée commençait par la crise de quelqu'un d'autre. C'était étrange, presque mal de posséder du temps qui n'appartenait qu'à moi. Le 3e matin, Kelly Morgan, ma meilleure amie et la seule personne qui connaissait toute l'histoire, m'a envoyé une capture d'écran de la page publique de la fête prénatale de Sarah. Sarah avait publié « Petit retard pour le traiteur parce que quelqu'un a décidé d'être mesquin, mais la famille est toujours là ». J'ai fixé l'expression quelqu'un et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle ne pouvait toujours pas prononcer mon nom à moins qu'il ne soit rattaché à un paiement. Quelques minutes plus tard, Kelly a envoyé une autre capture d'écran d'un cousin. Est-il vrai que Diana a vidé le compte familial? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne faisait pas que paniquer. Il construisait une histoire où j'étais la méchante avant que j'aie la chance de m'expliquer. À midi, mon dossier de messagerie vocale bloqué s'était rempli de transcriptions. Maman, Diana, arrête ça tout de suite. Tu nous fais honte. Papa, tu n'avais pas le droit de toucher à ce compte avant la fête de Sarah. Brandon, tu as intérêt à espérer que je n'appelle pas la banque pour signaler une fraude. Sarah, tu punis mon bébé parce que tu es jalouse. Personne ne célèbre ta vie. J'ai lu celui-là 3 fois. Jalouse que personne ne célèbre ta vie. C'était tellement cruel et tellement honnête que j'ai failli répondre. Je pouvais presque entendre Sarah le dire avec ce petit rire aigu qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me blesser mais faire semblant que c'était une blague. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone, je me suis dirigé vers l'évier, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai ouvert le dossier des relevés que j'avais sauvegardé. J'ai créé une feuille de calcul. J'ai répertorié chaque dépôt que j'avais fait pendant 5 ans, chaque retrait qu'ils avaient fait, chaque dépense liée au chalet, chaque prêt temporaire jamais remboursé. Le total m'a tordu l'estomac. Ce n'était pas seulement des milliers. C'était une vie que j'avais retardée, une voiture que je n'avais jamais modernisée, des vacances que je n'avais jamais prises, une idée d'entreprise que je n'avais jamais financée parce que les urgences familiales arrivaient toujours en premier. Ensuite, Brandon a commis son erreur. Il a appelé la banque et a affirmé que j'avais volé sur un compte familial partagé. La banque m'a appelé pour vérification, et j'ai calmement fourni les documents montrant que j'étais la propriétaire principale, la seule déposante régulière et la personne qui avait légalement fermé le compte. Le représentant a fait une pause,
puis a dit prudemment, « Mademoiselle Hugues, d'après les dossiers du compte, vous étiez dans vos droits. » Dans vos droits. 3 mots ennuyeux qui faisaient l'effet de l'oxygène. Ce soir-là, Sarah a essayé de se connecter au compte à nouveau. La connexion a échoué. L'adresse électronique de récupération était la mienne. Le téléphone de secours était le mien. Le compte n'existait plus. Tout comme la version de moi qui avait l'habitude de s'excuser d'avoir des limites. Kelly a appelé et a demandé si j'allais bien. J'ai dit, je pense qu'il découvre enfin la différence entre perdre de l'argent et me perdre. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis a dit, penses-tu qu'ils savent lequel leur manque le plus? Je n'ai pas répondu parce que cette question faisait trop mal. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Ils n'avaient pas envoyé un seul message pour demander si j'étais en sécurité. Ils n'avaient pas demandé pourquoi j'étais blessé. Ils avaient seulement demandé où était passé l'argent. Le vendredi, la fête prénatale n'était plus une fête. C'était une scène de crime financier avec des décorations pastel. Le traiteur voulait le paiement final. L'association du chalet exigeait des frais d'événement temporaires parce que Sarah avait invité plus d'invités que ce qui était autorisé. L'avenant d'assurance que je renouvelais habituellement avant les réunions de famille avait expiré parce que j'avais retiré ma carte. L'entreprise de mazout de chauffage a refusé la livraison sans paiement parce que la carte de papa au dossier avait été refusée 2 fois avant même que je ne sois au courant. Une à une, les petites protections invisibles que j'avais l'habitude de gérer en arrière-plan ont disparu. Et soudain, tout le monde a dû faire face au coût réel de la magie familiale qu'il se félicitait d'avoir créée. C'était ça le problème quand on était la fille responsable. Personne ne remarquait le travail quand il était bien fait. Il ne le remarquait que lorsqu'il s'arrêtait. Maman s'est débloquée grâce au téléphone d'un cousin et a laissé un message vocal disant « Diana, je sais que tu es contrariée pour ton anniversaire, mais ce n'est pas le moment. » Pas le moment. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Ce n'était pas le moment quand Brandon a détruit ma vieille Honda et que j'ai quand même dû lui prêter de l'argent pour son loyer. Ce n'était pas le moment quand Sarah s'est fiancée et que maman m'a dit de ne pas rendre les choses embarrassantes en mentionnant que j'avais payé la compte pour sa salle. Ce n'était pas le moment quand papa a oublié mon dîner de promotion parce que Brandon avait besoin d'aide pour déménager un canapé. Ma douleur était toujours inopportune. Leurs besoins étaient toujours urgents. Ensuite, les proches ont commencé à appeler Kelly parce qu'ils ne pouvaient pas me joindre. Tante Marlène a dit que Sarah pleurait parce que le traiteur menaçait d'annuler. La cousine Paige a dit que Brandon disait aux gens que j'avais attaqué financièrement une femme enceinte. Quelqu'un d'autre a affirmé que papa envisageait une action en justice. Kelly m'a demandé si je voulais qu'elle réponde. Au début, je lui ai dit non. J'avais passé des années à me défendre devant des personnes qui avaient déjà décidé que j'étais difficile, froide, trop sensible ou égoïste. Je ne voulais pas mettre en scène ma douleur pour un public. Mais ensuite, Kelly m'a envoyé une dernière capture d'écran. Sarah avait écrit « Certaines personnes détestent voir les autres heureux, surtout quand elles sont seules. » C'était la goutte d'eau. Non pas parce que je me souciais de ce que pensait Sarah, mais parce que j'ai réalisé que mon silence les protégeait encore. Alors, j'ai changé d'avis. En fait, ai-je dit, envoie-leur ça. J'ai créé un document clair et simple intitulé Résumé du compte de réserve familiale. Pas d'insultes, pas de langage dramatique, juste des dates, des dépôts, des dépenses et des captures d'écran des messages où ils me demandaient de l'argent. J'ai inclus la chronologie de mon anniversaire, aussi. La date de mon anniversaire, la conversation familiale silencieuse, la demande pour la fête prénatale 2 semaines plus tard. En bas, j'ai écrit « Je n'ai pas vidé l'argent de la famille. J'ai retiré mon propre argent et j'ai cessé de financer des dépenses pour lesquelles je n'ai jamais été remercié. » Kelly l'a envoyé à un cousin, et à la tombée de la nuit, il avait voyagé plus loin que n'importe quelle explication que j'aurais pu crier. La conversation de groupe familial que j'avais quittée a explosé. Les captures d'écran me revenaient par l'intermédiaire de Kelly comme des bulletins météorologiques d'une tempête à l'intérieur de laquelle je ne vivais plus. Attendez, Diana a payé pour l'assurance du chalet? Je pensais que Robert s'en occupait. Sarah, pourquoi lui as-tu demandé de l'argent pour le traiteur après avoir oublié son anniversaire? Brandon, as-tu vraiment menacé de la dénoncer? Leur histoire parfaite s'est fissurée. Non pas parce que je les ai humiliés, mais parce que j'ai enfin laissé la vérité se tenir debout sans que mon silence ne les protège.
La fête prénatale a été déplacée du chalet à la petite maison de ville de Sarah parce que le chalet ne pouvait pas légalement accueillir l'événement sans les frais et la couverture d'assurance. La moitié de la liste des invités a discrètement disparu. Le traiteur a annulé et a gardé la compte. Sarah n'a rien publié ce week-end-là. Pas une seule photo rayonnante, pas une seule légende sur l'amour familial, juste le silence. Et pour une fois, ce silence ne m'appartenait pas. Il appartenait aux personnes qui avaient enfin été vues clairement. Maman est arrivée le dimanche après-midi avec papa sur le siège passager, et Brandon coincé à l'arrière comme un enfant furieux qui avait été forcé d'assister à une retenue. Je les ai vus de la fenêtre de mon appartement avant qu'il ne sonne à la porte. Burlington était grise ce jour-là, ce genre de froid qui rendait chaque son plus net. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois, mais dans mon imagination, il venait avec des excuses. Dans la vraie vie, maman est arrivée avec les yeux rouges. Papa est arrivé avec un dossier, et Brandon est arrivé la mâchoire serrée comme s'il se préparait à gagner une dispute. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. Maman avait l'air choquée, comme si le pas de ma porte lui appartenait toujours parce que ma culpabilité lui appartenait autrefois. Nous avons conduit pendant 6 heures, a-t-elle dit. Nous devons parler à l'intérieur. J'ai dit, vous pouvez parler de là. Papa a soulevé le dossier. Cela est allé trop loin. Tu as humilié ta sœur devant tout le monde. J'ai regardé le dossier et j'ai demandé, est-ce l'action en justice dont Brandon a parlé ou juste de la culpabilité imprimée? Brandon a rétorqué, tu te crois drôle? Tu as presque ruiné la fête prénatale de Sarah. J'ai senti mes mains devenir froides, mais ma voix est restée calme. Non. J'ai arrêté de payer pour ça. Maman a pressé ses doigts sur sa bouche et a murmuré, Diana, s'il te plaît. Elle est enceinte. Elle n'avait pas besoin de ce stress. C'était encore là. La condition de quelqu'un d'autre, l'événement de quelqu'un d'autre, le besoin de quelqu'un d'autre. Utilisé comme un bouclier contre ma douleur. J'ai dit, et je n'avais pas besoin d'être oublié à mon anniversaire encore une fois. Je n'avais pas besoin qu'on me demande $500 avant que quiconque ne me demande si j'allais bien. Je n'avais pas besoin de découvrir que le chalet que j'avais aidé à acheter était utilisé pour une célébration où mon rôle était d'être la facture, pas l'invité. Le visage de papa s'est durci. Les familles s'entraident. Alors où étiez-vous tous quand j'avais besoin d'aide, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Le silence était si lourd que je pouvais entendre le bourdonnement de l'ascenseur au bout du couloir. Alors, je leur ai donné la liste. Pas la feuille de calcul, pas le résumé, la vraie liste que j'avais écrite pour moi-même à minuit après mon anniversaire. Chaque appel manqué qui n'était jamais venu. Chaque prêt, chaque insulte déguisée en blague, chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais trop sensible après avoir financé le confort de quelqu'un d'autre. Maman a commencé à pleurer à la moitié. Brandon a levé les yeux au ciel jusqu'à ce que je lise la ligne concernant la réparation de sa motoneige, celle qu'il avait promis de rembourser avant de dépenser de l'argent pour des billets de concert. Papa a dit, assez. J'ai dit, non. Vous êtes venu à ma porte. Vous pouvez écouter la facture que vous avez laissée dans ma vie. Maman a finalement dit, nous ne réalisions pas que cela faisait si mal. Cela m'a presque brisé. Non pas parce que c'était suffisant, mais parce qu'une version plus jeune de moi aurait saisi cette petite phrase et aurait construit un pont à partir de là. Mais je n'étais plus cette femme. Vous ne le réalisiez pas parce que vous bénéficiez de ne pas le réaliser, ai-je dit. L'expression de papa a changé. Puis la colère s'est dissipée et quelque chose qui ressemblait à de la peur l'a remplacée. Peut-être qu'il a vu que je ne jouais pas la comédie. Peut-être qu'il a compris que j'étais déjà parti avant même qu'il n'arrive. Il a ouvert le dossier et a sorti une copie imprimée de l'échéancier des paiements du chalet. Nous ne pouvons pas le garder sans ton aide, a-t-il dit doucement. C'était là. Pas tu nous manques. Pas nous t'avons blessé. Pas nous sommes désolés de t'avoir fait te sentir invisible. Nous ne pouvons pas le garder. J'ai hoché la tête. Alors vendez-le. Maman a halté comme si je l'avais giflé. Brandon a juré à voix basse. Papa m'a regardé comme s'il n'avait jamais vraiment vu mon visage auparavant. Tu nous laisserais vraiment le perdre, a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai dit, vous étiez prêt à me laisser me perdre? Ce fut le premier moment où Brandon a détourné le regard. J'ai reculé et j'ai posé ma main sur la porte. Vous m'avez appris que la famille signifie le sacrifice.
Je vous ai cru. Maintenant, j'ai fini d'être la seule sacrifiée. Ensuite, j'ai fermé la porte alors qu'ils étaient encore debout là. J'ai entendu maman commencer à pleurer dans le couloir et, pendant une seconde, mon vieil instinct a refait surface. Ouvre la porte. Réconforte-la. Répare les choses. Paie quelque chose. Arrange le coup. Mais j'ai gardé ma main à plat contre le bois et j'ai chuchoté à moi-même, pas cette fois. Après leur départ, j'ai cru que j'allais m'effondrer, mais ce ne fut pas le cas. Je me suis fait du thé, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un document intitulé Plan Diana. C'était quelque chose que Kelly m'avait encouragé à commencer. Un plan pour une vie qui ne nécessitait pas la permission de la famille. Depuis des années, je voulais lancer un petit cabinet de conseil, aidant les coopératives communautaires à gérer les risques financiers pour des projets d'énergie propre. J'avais l'expérience, les contacts et la réputation. Ce que je n'avais jamais eu, c'était de l'argent de côté, car l'argent de côté se transformait toujours en l'urgence de Sarah, en l'erreur de Brandon, en la panique de maman ou en la fierté de papa. Maintenant, pour la première fois, mes ressources n'avaient nulle part où aller, si ce n'est vers moi. J'ai noté tout ce que j'avais repoussé, enregistré l'entreprise, créer un site web, louer un petit bureau, prendre de vraies vacances, remplacer mon vieil ordinateur portable, mettre à jour mes certifications professionnelles. Et peut-être un jour acheter un chalet bien à moi que personne ne pourrait revendiquer comme propriété familiale. C'était étrange d'écrire ces choses sans culpabilité. Même planifier pour moi-même me semblait rebelle, comme si je volais des personnes qui m'avaient déjà volé des années. Pendant que je construisais mon plan, leur version des événements continuait de s'effondrer. Brandon a bien déposé une plainte auprès de la banque, et elle n'a abouti à rien. Pire pour lui, l'examen a signalé ses retraits répétés étiquetés comme besoins familial temporaires, y compris deux qui étaient allés directement dans un magasin d'articles de sport et un qui correspondait à un voyage de fin de semaine dont il avait parlé en ligne. Papa a essayé de faire pression sur l'association du chalet en affirmant que l'annulation de l'événement avait été causée par l'ingérence de la banque, mais l'association a répondu par un avis officiel, pas d'assurance, pas de grand rassemblement, pas d'exception. Sarah a écrit une longue publication sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle avait été abandonnée pendant sa grossesse, mais un cousin a commenté « N'as-tu pas demandé à Diana de l'argent pour le traiteur après avoir oublié son anniversaire ?» Sarah a supprimé la publication dans les 20 minutes, mais pas avant que la moitié de la famille ne l'ait vue. Ensuite, les commentaires se sont transformés en messages privés, et les messages privés sont devenus des appels téléphoniques. Des proches qui avaient toujours supposé que j'étais distante ont commencé à demander pourquoi personne n'avait jamais mentionné que c'était moi qui payais pour tant de choses. Maman a appelé les proches pour leur demander de ne pas prendre parti, ce qui les a seulement poussés à demander quel qu'en nécessitait 5 ans de soutien financier caché. Le message le plus douloureux est venu de tante Marlène, qui m'a envoyé une seule phrase. « Je ne savais pas que tu payais pour tant de choses. » Je l'ai cru. C'était la pire partie. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé, ils avaient si bien caché mes contributions que même la compassion m'avait été volée. Une semaine plus tard, papa m'a envoyé un courrier électronique. L'objet du message était « chalet ». Aucune excuse, juste des chiffres. Il a expliqué que sans mes paiements, il ne pourrait pas couvrir le trimestre suivant. Il a joint une feuille de calcul des dépenses comme si le fait de présenter le problème de manière professionnelle le rendrait moins insultant. Il m'a demandé si j'accepterais de rétablir temporairement mon soutien jusqu'à ce qu'il trouve une solution. J'ai fixé le mot temporairement et j'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, je pourrais crier. J'ai répondu par une seule phrase. Mon soutien temporaire a duré 5 ans. Ensuite, j'ai joint le résumé complet des paiements et je les ai mis tous les 4 en copie. Sarah a répondu en premier, non pas avec un désolé, mais avec « Je ne peux pas croire que tu fasses ça avant l'arrivée du bébé ». Brandon a répondu « Tu as changé ». Papa a répondu « C'est froid ». Maman n'a rien répondu. J'ai lu leur message et j'ai enfin compris quelque chose. Ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient le retour de l'ancien système. Ils me voulaient douce, disponible et honteuse de mes propres limites. Ils voulaient que je confonde être nécessaire avec être aimé. Cette réalisation m'a blessé, mais elle m'a aussi endurci. Alors, j'ai fait la chose la plus froide et la plus nette que j'ai jamais faite. J'ai contacté une avocate, non pas pour les attaquer, mais pour me protéger. Elle a examiné les relevés, les messages,
les dossiers du compte et les menaces que Brandon avait faites de me dénoncer. Ensuite, elle a rédigé une mise en demeure formelle déclarant que je ne serais plus responsable des paiements liés au chalet, des dettes familiales, des abonnements partagés, des dépenses d'événements ou des prêts informels. Elle m'a également conseillé d'envoyer une lettre écrite fixant des limites, documentant que toute nouvelle tentative de m'accuser de vol ou de fraude serait suivie d'une réponse légale. Je l'ai envoyée par courrier électronique et par courrier recommandé. Le lendemain, tout le monde a cessé d'appeler. Non pas parce qu'ils avaient compris, mais parce que les conséquences avaient enfin un en-tête officiel. Et le calme qui a suivi était différent du calme de mon anniversaire. Ce silence-là avait été de la négligence. Ce silence-ci était de la protection. Pour la première fois, personne ne pouvait réécrire mon nom en cruauté. Personne ne pouvait transformer ma limite en un débat familial. J'avais des preuves, de la distance et une porte qu'ils ne pouvaient plus ouvrir avec la culpabilité. 3 mois plus tard, le chalet a été mis en vente. Je l'ai appris par Kelly, qui a vu l'annonce en ligne et me l'a envoyé sans commentaire, juste avec un emoji de cœur. Les photos étaient magnifiques, de la manière dont le sont toujours les endroits mis en scène. Pleines de lampes chaleureuses et de couvertures pliées, prétendant que personne ne s'était jamais disputé dans l'allée ou n'avait supplié pour de l'argent dans la cuisine. La description l'appelait un refuge familial bien-aimé. J'ai fixé cette expression pendant un long moment. Bien-aimé par qui? Entretenu par qui? Protégé par le travail invisible de qui? Je me suis souvenu du premier hiver après l'avoir acheté, quand papa a dit que les tuyaux pourraient geler si la facture de chauffage n'était pas payée immédiatement. Je l'ai payé avec mon fonds d'urgence. Je me suis souvenu de maman envoyant des photos de tout le monde buvant du chocolat chaud près de la cheminée pendant que je faisais des heures supplémentaires pour reconstituer l'argent que j'avais dépensé. Je me suis souvenu de Sarah disant que le chalet était l'endroit où la famille se sentait entière, même si j'avais passé plus de temps à le financer qu'à en profiter. Je me suis souvenu de Brandon plaisantant sur le fait que j'étais trop pragmatique pour me détendre alors que j'étais assise sur une chaise que j'avais payée pour remplacer après qu'il eut cassé l'ancienne. Chaque photo de l'annonce ressemblait à un beau mensonge avec un meilleur éclairage. Une semaine après la publication de l'annonce, maman m'a envoyé une lettre. Du vrai papier, une vraie écriture manuscrite, pas d'émoji, pas de représentation dans une conversation de groupe familial. Elle a écrit que la maison était silencieuse, que Sarah était encore blessée, que Brandon était en colère, que papa était embarrassé, et qu'elle souhaitait que les choses aient été différentes. Vers la fin, elle a écrit « Ma fille me manque ». Je voulais croire cette phrase. Je le voulais tellement que j'ai dû poser la lettre et marcher dans mon appartement avant de me faire confiance pour répondre. Mais quand je l'ai relu lentement, avec la même attention que j'avais l'habitude d'accorder aux rapports financiers, j'ai remarqué ce qui manquait. Il n'y avait aucune excuse claire pour avoir oublié mon anniversaire année après année. Aucune reconnaissance qu'ils avaient traité mes revenus comme une propriété familiale. Aucune promesse de rembourser quoi que ce soit. Aucune reconnaissance que l'amour sans respect n'est que de la propriété avec des mots plus doux. Il y avait de la tristesse, oui. Il y avait du regret, peut-être. Mais il n'y avait toujours aucune prise de responsabilité. Alors, je n'ai pas répondu. J'ai placé la lettre dans une boîte avec les anciens relevés, l'invitation à la fête prénatale, le reçu de un cens, les captures d'écran de leurs messages et la première page de mon plan d'affaires. Non pas parce que je voulais garder la douleur vivante, mais parce que je voulais des preuves pour les jours où la solitude essaierait de réécrire l'histoire. Mon cabinet de conseil a été lancé discrètement au printemps. Kelly a apporté du café à mon petit bureau loué et a scotché un mot sous mon bureau qui disait « Pas un distributeur automatique, pas invisible, pas disponible pour le manque de respect ». Mon premier client a été une coopérative d'énergie rurale qui avait besoin d'aide pour restructurer le budget d'une subvention. Lorsque j'ai envoyé ma première facture sous le nom de ma propre entreprise, j'ai pleuré d'une manière qui n'avait rien à voir avec la tristesse. Cet argent était à moi. Mon temps était à moi. Ma vie était à moi. Je n'avais pas à vérifier si Sarah avait besoin de décoration, si Brandon avait une autre urgence, si maman s'attendait à ce que je paie un dîner de famille, ou si papa avait discrètement fait suivre une autre facture. Sarah a eu son bébé et l'a annoncé en ligne. Je n'ai pas commenté. J'ai souhaité la paix au bébé dans mon cœur parce que les enfants ne devraient jamais hériter de l'amertume des adultes. Mais je n'ai pas repris le rôle de pourvoyeuse non rémunérée simplement parce qu'une nouvelle génération était arrivée. Brandon a emménagé avec un ami après que papa a refusé de continuer à couvrir ses factures.
Papa a accepté un rôle de consultant à temps partiel qu'il disait autrefois être indigne de lui. Maman a rejoint un groupe de bénévoles local, probablement parce qu'elle avait besoin de personnes autour d'elle qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Je n'ai pas célébré leurs difficultés. Je n'avais pas besoin qu'ils soient détruits pour me sentir libre, mais j'avais besoin qu'ils vivent sans le filet de sécurité que j'étais. Parce que c'était la seule vérité à laquelle ils n'avaient jamais été forcés de faire face. Parfois, les gens n'apprennent pas quand vous expliquez votre douleur. Ils apprennent quand votre absence rend le coup visible. Ma famille a encore oublié mon anniversaire et m'a traité comme un distributeur automatique, alors je leur ai envoyé 10 centimes. C'était mesquin, peut-être. C'était dramatique, certainement. Mais c'était aussi la plus petite somme d'argent que je leur ai jamais donnée et la plus grande limite que j'ai jamais créée. Ils ont perdu le chalet. Ils ont perdu le compte. Ils ont perdu la version de moi qui accourait chaque fois qu'ils confondaient l'amour avec l'accès. Et moi, j'ai perdu le fantasme qu'un sacrifice de plus les ferait enfin me voir. Cette perte m'a fait mal, mais elle m'a aussi sauvé. Parce que la famille, ce ne sont pas les personnes qui se souviennent du mot de passe de votre banque, mais qui oublient votre anniversaire. La famille, ce ne sont pas les personnes qui vous qualifient d'égoïste lorsque vous cessez de financer leur confort. La famille n'est pas un titre que les gens peuvent utiliser tout en vous vidant de votre énergie. La vraie famille respecte vos limites, honore votre présence et vous voit même lorsqu'elle n'a besoin de rien. Des mois plus tard, pour mon anniversaire suivant, Kelly s'est présentée avec un gâteau provenant d'une boulangerie de l'autre bout de la ville. Il y avait une bougie dessus, tout comme le petit gâteau que je m'étais acheté l'année précédente. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas allumé seul. Elle a souri et a dit, « Fais un vœu ». J'ai fermé les yeux et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de souhaiter que ma famille change. J'ai souhaité avoir la force de ne plus jamais m'abandonner. Ensuite, j'ai soufflé la bougie et mon téléphone est resté silencieux. Pour la première fois, ce silence m'a semblé être un cadeau. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu le premier paiement de mon client de conseil validé. J'ai regardé le chiffre, puis le reçu de 1 cent sauvegardé dans mon dossier, et j'ai compris la différence entre l'argent dépensé pour être aimé et l'argent gagné tout en m'aimant moi-même. L'un m'avait vidé, l'autre me construisait. Si votre famille ne se souvient de vous que lorsqu'elle a besoin d'argent, que feriez-vous? Continueriez-vous à payer pour appartenir, ou enverriez-vous vos propres 10 centimes et partiriez-vous? Commentez vos pensées ci-dessous, car quelque part dans le monde, quelqu'un regarde ceci tout en tenant un téléphone qui ne sonne jamais le jour de son anniversaire. Et peut-être que vos mots l'aideront à se choisir lui-même.